Pourquoi les chats ronronnent-ils ? Le pigeon descend-il vraiment des dinosaures ? Et pourquoi les pieds sentent-ils mauvais ? Les réponses à toutes ces questions et bien d'autres sont dans Science Infuse, le podcast des esprits curieux produit par le studio Biloba. N'attendez pas, cherchez Science Infuse sur votre plateforme d'écoute préférée et retrouvez-moi toutes les 2 semaines en compagnie de Thomas pour développer votre culture générale. À tout de suite. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre balado sérieux, mais pas trop, l'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, saison 4. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Et nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram à meropodcast.fr. Et à nous donner des étoiles sur votre plateforme de balado favorite et à nous partager vos commentaires en nous écrivant à meropodcast.fr@gmail.com. Ceci est l'épisode 76. Complotisme et fake news. La guerre en Thuringe de 530 n'est pas une guerre aléatoire, déclenchée au pif pour une simple histoire de vengeance et à cause d'une méchante mégère teutonne aigrie. Non, c'est le retour de l'expansionnisme ultra-opportuniste des Francs qu'on avait mis sur pause depuis la claque de Vézeronce en 524. Sauf que depuis, la mort de l'ostrogoth Théodoric a sonné la reprise des bonnes affaires pour les rois mérovingiens. Le début de la deuxième grande phase d'agrandissement du Regnum Francorum, puisque le gendarme du Sud, qui gardait à l'œil cette bande de pillards, a passé l'arme à gauche. Et depuis les années 30, les Francs ont réussi à surmonter la désillusion de Burgondie et la priorité revient aux OPEX, les opérations extérieures, comme nous allons le voir dans cet épisode. La mort de Théodoric marque le grand retour des offensives pour les Francs, mais un peu différemment vis-à-vis de l'ère Clovis. Tout simplement parce que la composition multipolaire du Regnum, avec plusieurs dirigeants aux manettes, influe sur cette nouvelle phase d'expansion. Les années 30 sont une phase de coalition, une nouvelle ère durant laquelle 2 ou 3 rois et princes des différentes parts de royaume s'allient pour passer à l'attaque. Une souplesse qui représente un avantage formidable pour les alliés d'un jour, puisque, comme on l'a dit, entre Mérovingiens, personne n'ose trop attaquer personne dans le dos normalement. On peut donc multiplier les fronts extérieurs sans craindre la trahison d'un parent, puisque les troupes franques refuseraient de suivre un renégat de toute façon dans une guerre fratricide, si on en croit le chroniqueur byzantin Agathias. En tout cas, en théorie. Mais ne prenez pas cette grande flexibilité dans les coalitions offensives de Francs pour un signe d'unité entre membres de la famille royale. Les alliances tactiques qui se forment ne veulent pas dire la fin des rivalités ou des coups bas entre les princes. Absolument pas même, et on en reste à couteau tiré la plupart du temps. C'est juste qu'on règle ça entre princes, sans guerre civile entre royaumes. Grégoire lui-même nous raconte notamment que vers la fin de la guerre de Thuringe, on assiste à une véritable tentative de meurtre de Théodoric Ier contre son petit frère Clotacar, qu'il a recruté pour écraser le royaume d'Hermanfrid. Le fourbe a décidé un beau jour d'attirer le futé dans un traquenard en l'invitant chez lui, dans son propre campement. Sauf qu'il a truffé la place d'assassins pour lui faire la peau dès son arrivée. Des hommes cachés derrière un drap qui doivent lui tomber dessus dès qu'il pénétrera dans la tente de son grand frère. Mais Clotacar, sans doute pas dupe au sujet de la bonté naturelle de son demi-frère, détecte le complot en arrivant chez lui. Car détail incroyable qui semble tiré d'une bande dessinée, la tenture de camouflage est trop petite et les pieds des meurtriers dépassent, donnant l'alerte au roi de Soissons. Clotacar le futé, percutant ce que Théodoric a mijoté à ce moment précis, fait demi-tour prudemment. Et il revient le quart d'heure d'après sans se troubler, mais entouré cette fois d'une bande de gros bras, armés jusqu'aux dents. Et notre homme, sûr de ses arrières maintenant, rentre alors dans la résidence de son frère, se plante devant lui avec un gros sourire,
en attendant des explications sur la raison précise de cette invitation. Théodoric le Fourbe, dont vous commencez un peu à voir le profil, se met alors à bégayer. Car il n'a pas prévu le coup et n'a absolument aucune raison crédible à fournir qui lui vienne à l'esprit maintenant que son frère se tient face à lui, sans la moindre égratignure. Pris de court, le Fourbe attrape donc le premier objet de valeur qui traîne, un magnifique plat en argent. Et il l'offre directement à son frère, sans doute mort de rire, à défaut d'autre chose, qu'il accepte et repart dans ses quartiers. Une sacrée histoire que nous propose là Grégoire. Histoire qui ne finit pas là d'ailleurs. Vu que le Fourbe ne va pas digérer d'avoir perdu bêtement son plat et va renvoyer son fils Théodobert le récupérer un peu plus tard auprès de Clotacar. La bonne mission de bizutage, tiens. On ne sait d'ailleurs pas comment le garçon a convaincu son oncle de rendre le cadeau, mais apparemment, il aurait réussi. Alors comme toutes les anecdotes un peu piquantes, difficile de savoir si c'est vrai. D'autant que les pieds qui dépassent, ça semble un peu énorme quand même. Une histoire tellement baroque qu'elle a même peut-être un fond de vérité, en plus d'être bien marrante. Cela souligne également qu'il n'y a pas d'amis chez les Mérovingiens. On est dans une compétition permanente où le coup bas est toujours possible. C'est bien ça ? C'est vrai, la compétition qui anime tous ces hommes est redoutable. Et les liens qui doivent soi-disant les unir en tant que zipeux n'ont apparemment pas plus de poids que ça dans leur dispute. En gros, chacun semble prêt à peu près tout pour garder le pouvoir, ou en arracher un peu aux dépens de ses frères. D'ailleurs, on aurait tort de blâmer la maman Crodéchilde ou d'essayer de masquer son ambition personnelle comme Grégoire le fait avec son préjugé d'ecclésiastique du VIe siècle. Cette femme n'était ni plus ni moins impliquée dans la lutte acharnée pour rester aux commandes du royaume que tous les membres de sa propre famille, y compris ses propres enfants, et comme le seront à peu près tous leurs descendants d'ailleurs. Impossible de dire si c'est une trace de leur acculturation aux usages romains, une réminiscence de la culture germanique ou simplement un trait humain éternel. Mais l'ambition sans limite est sans doute l'une des caractéristiques les plus constantes de tous les Mérovingiens du VIe siècle, les hommes comme les femmes. Et c'est dans ce contexte qu'une nouvelle stupéfiante parcourt l'Auvergne en 531. Celle de la mort de Théodoric Ier en pleine campagne contre les Thuringiens. Le premier fils de Clovis, le Fourbe, est donc mort. Quoi ? Attends, je t'arrête. Le Fourbe est mort ? Mais on m'a rien dit. J'ai loupé un passage dans les chroniques de Grégoire ? C'est quoi cette histoire ? Alors vous l'avez compris, la mort de Théodoric est la fausse nouvelle de l'année 531. Une simple rumeur qui se répand dans le Regnum alors que la guerre en Thuringe se finit. Évidemment, Théodoric se porte comme un charme à ce moment-là et est en train de nettoyer les derniers restes de résistance au cœur de l'Allemagne, alors que Hermannfried est déjà en résidence surveillée à Zülpich, voire sur le point de découvrir que la promenade le long des murailles peut être très glissante. Mais bon, si vous savez la vérité, ce n'est pas le cas des Auvergnats qui en profitent pour se soulever une nouvelle fois. Une bonne partie de la noblesse prend les armes à l'annonce de cette mort, sous l'impulsion d'un certain Arcadius, qui n'est pas n'importe qui. Car son grand-père était un certain Sidoine Apollinaire, l'un des plus grands auteurs du Ve siècle, gendre d'un empereur romain et évêque de Clermont. Et son père, lui, a mené les troupes auvergnates à la bataille de Vouillers en 507 pour le compte des Wisigoths, avant de diriger la brève révolte des années 10, matée par ce même Théodoric, en devenant momentanément évêque de Clermont à son tour. Et voilà donc que le petit-fils Arcadius réapparaît à son tour en 531 et brandit l'étendard de l'indépendance arverne. On a donc affaire à un de ces grands aristocrates gallo-romains, typiques de l'époque, un homme riche et puissant, avec une foule de clients dans la région et qui se dit qu'il peut profiter de l'occasion pour que lui et sa famille reprennent leur place aux commandes de la région. Inversement, notre homme est réaliste. Il sait qu'il est illusoire pour lui de vouloir lancer une rébellion avec de simples troupes locales pour contrer l'armée professionnelle de l'héritier de Théodoric qui viendra tôt ou tard lui régler son compte. D'où une décision assez originale pour un rebelle à l'autorité royale, car Arcadius se résout à appeler sur le trône d'Auvergne le troisième frère, Childebert le Brouillon,
Eh oui, Childebert de Paris, le frère cadet, qui pour l'instant n'a brillé absolument nulle part. Ni dans les guerres perdues contre les Burgondes, où seul Clodomir a laissé une trace d'un roi courageux, à défaut de bien malin, ni dans la guerre de Thuringe, où il ne s'est pas présenté, et pas plus dans l'exécution de ses neveux, qu'il a prémédité, mais qu'il n'a pas eu le courage de mener à bien, rendant foudrage son petit frère Clotacar le Futé, qui a failli l'embrocher ce jour-là, tellement sa couardise l'avait énervé. Mais là, le brouillon réalise qu'il a enfin une occasion en or de briller. Son demi-frère Théodoric est mort. Son neveu Théodebert est loin, ainsi que son frère Clotacar. En gros, il a un boulevard. L'heure de frapper un grand coup en s'emparant d'un royaume riche qui lui tend les bras. Et si on y réfléchit un peu, le plan pour Childebert, c'est d'aller vite, récupérer ce gros territoire romanisé sans violence, en agissant efficacement et de manière décisive avant qu'un concurrent ne se réveille et ne se manifeste. Mais vous l'avez compris, décisif et brouillon sont deux adjectifs qui ne vont pas très bien ensemble. Non, clairement. Alors le plus marquant de cette histoire n'est même pas l'opportunisme un peu crasse de Childebert. Non, ce que révèle l'épisode et la manœuvre d'Arcadius, c'est qu'un énorme cap a été franchi dans les mentalités en quelques années. Il n'est plus vraiment question de dégager les Francs par la violence, comme durant la bataille de Vouillé, ou la précédente révolte qu'a dû mater Théodoric 15 ans plus tôt. D'ailleurs, personne ne fait appel aux Visigoths ou aux Burgondes pour les libérer des affreux barbares du Nord cette fois. Non, Arcadius ne tente pas de remettre en cause la mainmise des Francs du Nord sur son pays d'Auvergne. Il veut juste un autre roi du Regnum, un autre descendant de la famille de Clovis pour diriger son pays. Soit que finalement, les Auvergnats ont abandonné toute détestation générale des Francs qui pouvaient exister avant et veulent juste un souverain de leur choix qui saura les respecter dans leur semi-autonomie. Et Childebert est peut-être un meilleur candidat pour ça. Soit ils savent qu'ils sont trop faibles pour s'en débarrasser de toute façon et que faire appel à d'autres barbares que les Francs ne changerait pas leur quotidien, ce qui est probablement vrai là aussi. Dans les deux cas, 25 ans après la conquête, par réalisme ou par désintérêt, on n'en est plus à essayer de se soustraire à la tutelle des Francs, même dans un pays toujours très romanisé et peu transformé culturellement par les barbares du nord de la Gaule. L'important pour les puissants arvernes, et sans doute pour tous les autres gallo-romains sudistes, c'est de s'arranger avec les ambitions d'un mérovingien, quel qu'il soit, tant qu'il leur garantit du pouvoir et la capacité de s'occuper de leurs propres affaires politiques locales. Donc en gros, cette révolte est un peu l'ultime outrage pour le fourbe, qu'on enterre très vite et dont on ne s'inquiète pas des dernières volontés. Mais c'est quand même une bonne nouvelle pour les Francs dans leur ensemble, non? Comme quoi, malgré ces rois pourris et son regnum soi-disant décadent post-empire romain, on dirait bien que le monde mérovingien ne devait pas être si dégueulasse pour que même durant la grande révolte d'Auvergne de 531, personne ne pense sérieusement à faire sécession. Mais cette énième rébellion arverne prouve aussi que contrôler l'aristocratie du regnum reste un défi majeur pour les rois mérovingiens à cette époque, n'est-il pas? Disons que cette affaire pose la question plus large de l'aristocratie au VIe siècle. Car c'est vrai, les Francs, en tout cas ceux qu'on peut labelliser tels quels, qu'ils soient arrivés à la fin du Ve siècle ou qu'ils aient été intégrés dans l'armée en tant que laites ou gallo-romains, tous ces guerriers dits germaniques ne peuvent pas être plus que quelques centaines de milliers à ce stade, c'est-à-dire une poignée de pourcents de la population totale. Et ces hommes n'ont ni grand remplacé la population existante, ni même éradiqué les aristocrates gallo-romains, qui ont continué à tenir des places de choix dans la gestion opérationnelle des cités du royaume, mais aussi dans l'administration que les rois francs ont dû conserver pour piloter leur nouveau territoire. Les Grégoire de Tours, les Rémy de Reims, les Arcadius, enfin, la quasi-totalité des ecclésiastiques et des grands du royaume sont des gallo-romains, des familles d'aristocrates locaux qui n'ont sûrement pas disparu avec le changement de régime. Mais ce qui pose en creux la question d'une aristocratie franque du coup. En gros, est-ce que les Francs avaient des nobles à eux qui ont aussi trouvé leur place, ou est-ce que finalement, ce sont les aristocrates gallo-romains qui ont gardé tout le pouvoir et qui restent à la tête du royaume derrière la figure officielle des rois mérovingiens? Est-ce que la conquête franque n'est qu'une fumisterie
et que, mis à part un ou deux rois aux cheveux longs, rien n'a changé. Alors, la question a intrigué les historiens, car dans aucun texte qui nous soit parvenu, aucune des chroniques, aucun document ne fait mention du moindre noble franc autour de Clovis, aucun aristocrate, aucun chef secondaire qui entourerait le roi. À part des soldats indistincts, on a zéro trace du moindre puissant de l'entourage des rois pendant toutes ces premières décennies. Au point qu'on finit par se demander si les Francs n'ont jamais eu d'aristocrates en fait dans leur culture, ou si Clovis les avait tous tués dans son grand nettoyage des années 500-510, ne laissant aux successeurs mérovingiens d'autre choix que de garder les vieux aristocrates romains aux manettes. Jolie théorie. Sauf qu'en fait, ça ne se peut pas. Car si on réfléchit 2 secondes, Clovis avait des fidèles avec lui pendant sa conquête. Ces fameux leudes, qui l'ont suivi de bout en bout et qui sont toujours là pour entourer sa progéniture. Des militaires 100% francs pour le coup, qui forment la garde rapprochée des rois et leurs officiers supérieurs en cas de conflit. D'ailleurs, quand le Byzantin Agathias et les autres parlent des combattants qui empêchent les rois de lancer des guerres civiles, on parle bien évidemment d'hommes écoutés et donc puissants chez les Francs. Des hommes qui détiennent probablement un vrai pouvoir. Et eux, ça ne peut pas être des Gallo-Romains pour le coup, non? C'est la conclusion à laquelle sont parvenus les historiens, à l'analyse des textes et de l'archéologie, même si une grande partie du phénomène nous échappe. Parce que, c'est vrai, si on regarde la loi salique, le statut d'aristocrate n'est pas mentionné de toute façon, ni gallo-romain, ni franc d'ailleurs. Il y a d'un côté les libres, qui désignent les francs ou associés, qui doivent service militaire en échange des exemptions d'impôts, et puis les autres, la masse de la population qu'on simplifie souvent sous le terme de romains, qui eux-mêmes sont divisés entre romains indépendants, incluant les puissants, les semi-libres ou même les esclaves, soit une grande variété de statuts. Mais si on focalise seulement sur les francs, les libres donc, on distingue quand même les guerriers les plus proches du roi dans la fameuse loi salique. Des leudes nommés Antrustions dans ce cas, considérés comme ses plus fidèles soldats. Des libres au statut particulier donc, que la loi protège et distingue spécialement, ce qui semble bien indiquer que le service militaire aux côtés du roi est la nouvelle source de puissance en train de prendre forme progressivement à partir du VIe siècle et qui va se superposer à l'organisation du pouvoir existant du regnum avec les fameux Romains. D'ailleurs, l'archéologie s'en est mêlée elle aussi. En creusant dans le sol depuis le XIXe siècle jusqu'au début du XXIe, les archéologues ont découvert un nombre important de sépultures militaires franques prestigieuses, datant de l'installation du pouvoir mérovingien. Des tombes de guerriers francs, riches et lourdement armés, localisés plus particulièrement dans la moitié nord du royaume, c'est-à-dire loin de leur zone d'origine au cœur de la Belgique moderne, et qui révèlent définitivement que des hommes puissants, culturellement affiliés au monde franc, ont commencé à prendre racine dans les campagnes du royaume. L'hypothèse la plus communément admise est qu'on a bien affaire à des chefs francs, s'implantant avec de petits groupes de guerriers à travers le territoire, et se faisant enterrer avec les symboles de leur force et de leur loyauté au pouvoir mérovingien. Malgré quelques incertitudes, puisqu'on ne peut pas être tout à fait sûr qu'ils étaient francs par l'ADN, ni qu'ils étaient de véritables combattants, ou de simples dignitaires disposant d'une parure guerrière, on voit bien qu'une élite franque, ou se présentant comme telle, a commencé à prendre pied sur la terre de Gaule au VIe siècle. Des hommes affiliés au pouvoir des rois, qui se mettent à quadriller le regnum avec de petites troupes armées avec eux, de petits comitatus en fait, et qui assoient leur autorité au service du souverain. Si vous allez voir les musées nationaux, vous verrez le mobilier de ces fameuses tombes de chefs francs disséminées dans le nord du pays. Donc il n'y a pas que les commesses qui prennent position peu à peu dans les villes. Il y a aussi de petits chefs militaires dans les campagnes qui se mettent à quadriller le terrain, si on peut dire. Et l'hypothèse générale, c'est que les Mérovingiens ont su jouer la carte du pragmatisme. Ils ont laissé en place les Gallo-Romains riches et éduqués pour gérer les cités et les terres, sans les anéantir. Et en même temps, ils ont aussi commencé à distribuer terres et richesses aux vrais fidèles du régime, à savoir les hommes issus de l'immigration militaire franque, ou ceux juste assez malins pour en adopter les codes et se faire passer pour des germains. Des gros bras, non, ou des figurants
qui se transforme de seigneur de guerre à seigneur tout court. C'est le plus logique. Et même si une grande partie de ce phénomène nous échappe, vu qu'il n'est pas explicité dans les textes, les preuves archéologiques sont assez irréfutables sur la présence de ces guerriers francs prestigieux s'installant sur le territoire peu à peu. Une caste militaire s'implantant progressivement dans les campagnes, notamment au nord, dans les zones sous-administrées du Regnum, pendant que les aristocrates gallo-romains conservent leur rôle prééminent en ville et plus particulièrement dans le sud. Et les rois mérovingiens vont vivre avec ce double mécanisme apparemment, d'une élite administrative issue du monde romain et d'une élite militaire franque prenant place en région peu à peu, à leur côté. Et puis, en laissant la nature et le temps faire le reste. Vu qu'à l'image de l'Empire romain, dès le VIe siècle, on va assister à un mélange progressif des deux univers. Des couples mixtes qui doivent se former, des alliances entre les différents puissants du monde franc, des Romains qui vont se germaniser peu à peu, des barbares qui vont se romaniser de leur côté. Les deux formes de pouvoir qui vont donc progressivement s'unir pour ne former qu'une classe unique, ceux qui un jour deviendront les nobles du Moyen-Âge. Mais on n'en est pas encore là dans les années 530, et ce processus va durer très longtemps. Si Théodoric a dû employer la manière forte dans les années 10 et 20 pour faire rentrer un peu de romanité dans les têtes dures de ces Germains à l'Est, une nouvelle rébellion comme celle de l'Auvergne, début des années 30, va par contre être l'occasion de passer un coup d'accélérateur dans la destruction d'un particularisme romain un peu trop affirmé au sud, et de réaliser une bonne piqûre de rappel de culture germanique chez tous ces locaux. Ce qui nous ramène à Arcadius et à sa révolte, qui n'a peut-être pas vu que, par ambition personnelle, il commençait à pousser le bouchon un peu loin pour Théodoric. Un roi qui n'aimait pas qu'on le prenne pour un gland. Donc, autour de 531, quand le roi de Paris descend avec une petite armée en direction de la belle Auvergne, heureux comme tout en se disant que son frère est mort et qu'on l'attend comme le Messie, il ne réalise pas qu'il vient de mettre en branle un sacré bordel. Je vois un peu mieux pourquoi tu as choisi de le surnommer le brouillon, tout d'un coup. La campagne auvergnate du roi de Paris va directement buter sur deux obstacles majeurs. D'abord le temps, qui lui est clairement défavorable et qui lui fait perdre son élan de départ en entourant sa troupe d'un épais brouillard. Un brouillard physique suivi de près par un brouillard politique, vu que le roi de Paris trouve porte close à la première ville fortifiée d'Auvergne où il débarque. Quoi que lui ait dit Arcadius le baratineur, tout le monde en Auvergne n'est pas resté planté là à l'attendre à bras ouverts. Pas du tout même. Soit qu'ils aient peur de faire une boulette en suivant ce roi à la réputation maigrichonne à ce stade, soit que le dit Arcadius n'était pas aussi puissant et populaire qu'on aurait pu le croire. Quoi qu'il en soit, alors que ce premier siège est tout de même sur le point de se dénouer après un coup de force, ce qui devrait quand même alerter Childebert sur la galère dans laquelle il vient de s'embarquer, le démenti de la mort de Théodoric arrive tout à coup en Auvergne. Un véritable coup de tonnerre pour les locaux et une bombe pour le roi de Paris qui réalise que la survie de son frère est un énorme risque pour lui. Car dans ces conditions, difficile d'espérer que toute l'Auvergne se mette à lui ouvrir les portes. Personne n'est assez fou pour faire confiance à un roi sans prestige alors que le véritable maître du pays va revenir tôt ou tard régler ses comptes. Childebert réalise qu'il n'a pas intérêt à trop traîner dans les parages pour servir de défouloir à la fureur que Théodoric le Fourbe voudra déverser sur quelqu'un dès qu'il arrivera sur place. D'où le contre-pied magistral de l'histoire qu'on apprend à ce moment-là. Car Childebert reçoit au même moment des nouvelles alarmantes de sa petite sœur Chrodichilde la Jeune, la sœur qu'on a mariée avec le roi des Visigoths au sud quelques années plus tôt. Et l'odieux beau-frère arien, Amalaric, a décidé apparemment de tourmenter son épouse, chrétienne nicéenne convaincue, et donc de lui faire payer cher ses convictions religieuses. Grégoire n'y va pas par quatre chemins, décrivant par le menu les humiliations qu'elle a subies de son horrible mari, qui veut l'empêcher d'aller à l'église, allant même jusqu'à être violent physiquement avec elle. La sœur envoie par désespoir un mouchoir rempli de sang à son frère pour l'alerter sur les sévices physiques dont elle est la victime et que lui seul peut arrêter. Ni une ni deux, fou de rage devant les mauvais traitements qu'elle reçoit, Childebert décroche de sa campagne d'Auvergne et fonce vers le sud, direction
la capitale des Visigoths à Narbonne en Languedoc-Roussillon moderne. Ouais, attends. Cette histoire, sincèrement, c'est n'importe quoi. Le gars a épousé Crodeshild en toute connaissance de cause, dans un royaume où le christianisme nicéen est omniprésent. Il n'a jamais été réputé pour être un tortionnaire ou un fanatique religieux. Et son propre père avait mené le grand concile d'Agde en 506 pour s'entendre avec tous les évêques nicéens du sud de la Gaule. Et là, d'un coup, un beau jour, le gars se réveillerait et réaliserait que les convictions religieuses de sa femme lui sont insupportables, au point de la tabaser comme un dingue et de la tourmenter pour le plaisir. Non, c'est pas plausible. Ou pas pour ces raisons religieuses, en tout cas. Et ça, évidemment, Childebert l'apprend pile au moment où il est encalaminé dans une campagne militaire foireuse en Auvergne. C'est pas plutôt Childebert et Grégoire qui nous jouent du pipeau avec cette histoire? Et je t'avoue même que je suis un peu désolé pour ce pauvre Amalaric qui va prendre la foudre pour servir d'alibi à Childebert le Brouillon. Brouillon, certes, mais aussi un peu perfide sur les bords. Mais oui, évidemment, pour la plupart des historiens, l'histoire ne tient pas debout. On est dans l'excuse commode qui arrange tout le monde. Soit le roi Childebert avait lui-même besoin d'un motif crédible pour se tirer de sa campagne risquée contre les Auvergnats et de se jeter contre le Visigoth qui ne lui demandait rien, soit Grégoire, une nouvelle fois, veut couvrir les vilaines turpitudes entre rois mérovingiens, comme le retournement de veste de Childebert, et nous dégaine une belle histoire à dormir debout de vengeance contre les infâmes hérétiques du Sud. Parce que, concrètement, on peut surtout parier que le roi de Paris s'est retrouvé un peu comme un imbécile en Auvergne avec son armée sur les bras et le risque de devoir gérer une guerre civile contre son frère Théodoric le Fourbe. Pas mort du tout finalement. Affronter la superstar militaire du moment sans motif crédible pour justifier son coup de force devant ses hommes, très peu pour le Brouillon. Et revenir en arrière dans son royaume de Paris les mains vides, sans rien donner à ses leudes, pas génial non plus. D'où cette expédition surprise vers le pays des Visigoths pour venger une sœur qu'on avait bradée sans trop de soucis quelques années plus tôt pour s'acheter la paix. Une expédition qui, bien évidemment, n'a aucun rapport avec la disparition du redoutable allié ostrogoth ou l'instabilité politique qui semble avoir sérieusement affaibli le roi des Visigoths ces dernières années. Bien sûr, tout cela n'est que pure coïncidence. C'est seulement la défense de sa petite sœur et son dégoût pour l'hérésie qui motive Childebert. C'est clair comme de l'eau de roche. Alors, on ne sait rien de la campagne de 531 dans le Roussillon, ou presque rien. Sinon que, surprise, les armées de Childebert vont écraser celles d'Amalaric, près de Narbonne, provoquant la déroute des Visigoths. Une défaite assez cinglante sans être catastrophique pour autant. En tout cas, pas assez pour provoquer la chute du royaume sudiste, ou même la conquête définitive de la région entière de Septimanie. Mais juste assez pour offrir une tonne de butin à Childebert et décrédibiliser totalement le roi sudiste. Les chroniqueurs Isidore de Séville et Grégoire de Tours, avec des détails différents, se rejoignent sur la conclusion. Les troupes visigothiques doivent battre en retraite, mais n'acceptent pas cette défaite et l'échec de leur roi. Et c'est une révolte militaire qui va avoir la peau du fils d'Alaric II, le méchant Amalaric l'Arien. D'un coup de lance sur les marches d'une église de Barcelone, ou égorgé sur la place de l'hôtel de ville de Narbonne, à vous de voir, les chroniques donnant deux versions différentes de cette conclusion. Dans les deux cas, une mort violente et une fin triste pour le roi wisigoth qui donne enfin une véritable victoire à Childebert. Un roi qui peut donc remonter fin 531 la tête haute vers Paris, avec ses troupes et sa sœur. Et surtout, son butin. Alors Grégoire affirme que les plus précieux objets vont être offerts à l'église. Une petite mention qui sous-entend bien sûr que tout le reste va dans ses poches et dans celles de ses soldats. Et vu la description qu'il en donne, on ne parle pas de 2 ou 3 solidi byzantins, à mon avis. Une affaire rondement menée qui permet au Brouillon et à ses soldats de finir l'année sur une note positive. Ouf, a-t-on envie de dire enfin pour Childebert. Mais tout n'est pas bien qui finit bien pour tout le monde, début des années 30. Car dans l'histoire, le bon Childebert a un peu laissé tomber Arcadius et les Auvergnats, il me semble. Une province rebelle dont Théodoric a décidé de venir s'occuper personnellement, et à laquelle il veut faire regretter amèrement de l'avoir pris pour un jambon auvergnat.
nettement meilleure que la version wisigothique, si vous voulez mon avis purement partial. Théodoric, cette année-là, il en a gros sur le cœur. Et certains vont le sentir passer. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de l'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens. Retrouvez les cartes et la bibliographie dans les notes de l'épisode et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Rendez-vous au prochain épisode.